introduction pour remplacer un peu la permis actuellement. Et on commence par ces rayures de réchauffement qu'on commence à voir dans les médias et qui nous montrent le réchauffement depuis les années 1920, ici à Lyon. C'est des rayures de réchauffement initiées par Joachim, de l'Université de Bretagne. Cette année à l'UGU, il y avait un débat très intéressant autour de ces sujets, donc vous pouvez écouter. Et on a mis aussi les vagues d'intérêt pour la température des cours d'eau qui sont liées finalement aux trois événements. Donc 76, la fin des années 70, avec la sécheresse de 76, mais aussi avec la mise en place des réacteurs nucléaires et la mise en place des suivis pour notamment l'impact des centrales. Ensuite, on a eu un regain d'intérêt. Donc 76, ça marquait le début des suivis en continu par EDF. Alain nous présentera cette étape. En 2003, on a eu la vague de chaleur et la canicule très importante. Donc, beaucoup d'acteurs de l'eau ont pensé à mettre en réseau des sondes de température, l'OFB, l'URNT, qui a perduré un peu. Et là, actuellement, on a encore ces 3 dernières années où on a un intérêt pour la température régulière. Donc, le futur, on le voit ici, c'est pas plus rose, donc la température de l'air se réchauffe. Et vous avez là les mêmes rayures de réchauffement réalisées par Jean-Philippe Vidal sur la base des reconstitutions depuis 1871 et des projections disponibles sur DRIAS 2020 de Météo France. Donc, l'eau se réchauffe et on voudrait savoir d'abord quels sont ces enjeux. Et on pense que tout d'abord, il y a un manque de connaissances sur les enjeux et on devrait avoir beaucoup plus de recherches en sciences humaines et sociales pour voir l'ensemble des enjeux et pas seulement ceux liés à la biodiversité, aux communautés aquatiques qui sont quand même bien appréhendés dans la littérature scientifique. Ensuite, les autres enjeux qui sont liés à la production d'eau potable, à l'assainissement, au rejet des stations d'épuration dans des cours d'eau à débit plus faible et plus chaud, la baignade, et enfin la production d'électricité, mais peut-être qu'il y a d'autres enjeux, et des chercheurs en sciences humaines et sociales pourraient s'attacher à voir quelles sont les perceptions des acteurs, des différents acteurs, les controverses, comme on a ces recherches dans d'autres domaines du climat ou de la qualité de l'eau. Un premier enjeu, je dirais que c'est celui de la disponibilité des données en continu, de température de l'eau à long terme. À gauche, vous avez une centralisation des différentes données qui a été réalisée dans le cadre d'un projet en 2018. Et ces données donc, sont acquises par des fédérations de pêche, par des fédérations départementales, par l'OFB, par les DREAL, par d'autres organismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fédérations de pêche, généralement, mesurent souvent l'été la température de l'eau, sur des objectifs impact en aval ou des projets de restauration ou autres. Les DREAL, quelques DREAL ont disposé des sondes au niveau des stations hydrométriques qui sont plus continues, donc qui perdurent dans le temps, au contraire des données des fédérations de pêche qui parfois sont plus lacunaires. Les sondes OFB, certaines ont disparu au fur et à mesure. Donc, on s'aperçoit qu'on a des données très lacunaires, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, et on n'a pas des données sur le continu 10 ans en mesure, sauf les données donc, long terme de EDF. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a besoin des données en continu. Donc, parce que la température de l'eau varie beaucoup dans le temps et dans l'espace.
et non pas de données mensuelles, parce qu'on a des données mensuelles au niveau des réseaux des agences de l'eau, mais ces données ne peuvent pas être utilisées parce qu'il s'agit d'une donnée mensuelle à une heure qui parfois n'est pas consignée, et donc pour analyser des tendances à partir de ces données mensuelles, cela est quasiment impossible. Donc on a besoin des données en continu, parfois on les reconstitue si on ne les a pas sur toutes les années. Bref, tout ça pour arriver aussi à déterminer des métriques de température de l'eau qui sont très importantes pour les différents cycles de vie des communautés aquatiques. Et certaines communautés n'ont pas besoin seulement de la moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds, mais aussi des variabilités à court terme, par exemple. Et donc on va avoir un certain nombre de présentations par la suite. Donc, nous, à partir de ces données, on s'est attaché à la chose la plus simple, c'est-à-dire essayer de voir quels sont les facteurs de contrôle de la moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds sur la période 2008-2017. Et donc, c'était le projet Tigre qui a essayé de reconstituer cette moyenne à partir des modèles statistiques et à partir des facteurs explicatifs pertinents. Donc, les plus pertinents qui sont ressortis dans nos modèles, les modèles réseau de neurones, random forest, régression multiple. Tout d'abord, c'est la surface du bassin versant. Donc, une rivière se réchauffe de l'amont vers l'aval. Donc, la taille du bassin est un facteur important. Ensuite, le débit d'étiage, le débit caractéristique d'étiage. Donc, plus, si on a moins d'eau, la température est plus chaude, estivale, les 30 jours consécutifs. Il y a un lien avec la température de l'air en été, même si vous voyez sur le schéma à gauche que la variabilité est moindre par rapport à la variabilité spatiale de la température de l'eau. Un facteur important, c'est le pourcentage de végétation, la pente, et aussi le pourcentage de surface d'eau de retenues, des petites retenues qui peuvent constituer dans certains territoires des facteurs explicatifs importants. Donc là, vous avez les profils en long des grands fleuves avec quelques points de mesure et les profils en long de la température de l'air. Et vous voyez qu'à partir d'une certaine distance à la source, la moyenne de la température de l'eau sur 30 jours consécutifs est plus chaude que la moyenne de la température de l'air. Donc, on a une idée pour des milieux faiblement impactés, parce que sur nos stations, même si on a reçu 2700 stations, on a traité que 1700 pour enlever un peu les stations qui étaient très influencées. Et ensuite, on a une vision globale. Donc, au niveau des hétérogénéités plus locales, on peut faire appel à d'autres outils qui sont maintenant en plein essor. Et depuis, avec l'imagerie infrarouge thermique, Baptiste et Steve vont nous parler de ces outils. Et donc, là, l'imagerie infrarouge thermique aéroportée, que ce soit à partir des drones ULM ou même les images satellites, peuvent nous renseigner sur les résurgences des nappes, sur les refuges thermiques, plein de choses qu'on verra. Et on peut garder espoir parce que même récemment, il y a eu un appel d'offres sur l'utilisation des données spatiales pour le suivi et la gestion de l'eau, lancé par le ministère et le CNES. Et donc, on pouvait s'attendre que dans 2-3 ans, on ait à la disposition une bancarisation de ces données. Bon, on peut rêver, mais ça peut être aboutir. Un autre enjeu pour nous et qui a été publié récemment par Fiplin et Hall en 2023, donc c'est celui de la prise en compte des actions anthropiques et notamment d'analyser la thermie dans le cadre de l'anthropocène. Donc avec des modèles et données qui sont adaptés à ces impacts,
avec des modèles qui sont adaptés aux multi-échelles. On a des modèles à l'échelle fine qui vont représenter l'ensemble des processus et des impacts, mais qui manquent de performance à plus grande échelle. Et l'inverse, on a des modèles à grande échelle qui ne sont pas capables de représenter l'ensemble des actions anthropiques. Notamment, peut-être aussi, il y a un besoin de constituer une base de données de pression, comme on regarde en hydrologie, la mise en place de bases de données de pression, de prélèvement, des choses comme ça. Peut-être qu'en thermie, on peut aussi s'interroger sur ces aspects des bases de données de pression. Donc, il faut arriver à mieux caractériser les interactions aux surfaces ou souterraines, les mélanges, pour des petites échelles, on en discutait beaucoup, et la neige et les glaciers, finalement, c'est des aspects importants. Donc, Adrien Michel, qui vient de Suisse, va présenter ces aspects. Et donc, on pourrait envisager cette typologie des influences humaines, et j'ajoute ici par rapport au schéma qui a été fait dans le cadre de cet article, en France, par rapport à l'Angleterre, on a les petites retenues qui sont un enjeu important et qu'il ne faut pas les oublier dans l'Anthropocène. Et donc, notamment, avoir les impacts cumulés de ces retenues. Après, on a des enjeux plutôt méthodologiques liés à la prédiction, la prévision et l'incertitude, parce que l'incertitude se propage depuis le climat, l'hydrologie, jusqu'à la thermie. Et enfin, on a les bases de données, pour, je vois, donc la centralisation des bases de données et la mise à disposition, qui est un enjeu majeur, on pourrait arriver à réaliser ce type de travail en France aussi. Et enfin, le besoin de monter en puissance sur la thermie dans les cours d'eau pour des études interdisciplinaires. Donc, on a à construire peut-être dans le cadre de H2O ou dans d'autres cadres, un réseau thématique, la thermie et les autres disciplines, qu'on les voit peu. On voit souvent thermie, hydrobiologie, mais les autres disciplines sont importantes. Il faut savoir que le ministère, l'OFB, se mobilise pour relancer la thermie en continu en 2023-2024 avec la mise en place d'une stratégie nationale relative au suivi en continu, à la bancarisation et la mise à disposition. Et enfin, je pense qu'on a une carte à jouer pour l'action, notamment dans le cadre des plans d'adaptation au changement climatique et autres enjeux qu'on va découvrir lors de ces séminaires.